vous tenir bien, votre maman vous regarde. Bonjour à tous, nous sommes donc à la 14e. 14e édition, bah ouais, ça commence à faire un bail maintenant, de ces chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Et nous allons essayer d'égayer votre semaine avec des chroniques préparées spécialement pour vous. Et je crois que c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le bal. Donc, je vais partager mon écran. Hop là, j'aime pas faire ça, mais que voulez-vous? Allez. Ah oui, bien sûr. Oui, on voit tes deux écrans là. On voit ta diapo suivante. Vous voyez les deux écrans, mais Oui. c'est incroyable. C'est mal fait ce truc. Partager. Diaporama. On refait l'enregistrement à partir du moment où tu es prêt? Parce que là, on voit aussi ta conclusion. Ce sera coupé au montage. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la volonté. La volonté, c'est pour les faibles. Donc, je vais essayer de vous convaincre dans cette petite séquence que le mieux, c'est pas de résister à la tentation, mais c'est de l'éviter. Je sais, c'est un gros pari. Alors, en fait, les tentations, on peut les classer de plusieurs ordres. Il y a la drogue, le jeu, les addictions au sexe. Ça, c'est des trucs un peu complexes quand même. Après, les trucs un peu plus habituels, l'alcool, le tabac. J'imagine que ça, il y aura plus probablement des gens dans l'auditoire qui seront prêts à admettre qu'ils l'ont subi, mais il y a longtemps. Bon, l'addiction au café, je pense à un de mes associés qui a du mal à s'en passer. Et puis, il y a ces addictions qui vous cernent au quotidien, votre téléphone qui vous appelle, ou tout simplement des distractions, les nouvelles à la télé qui vous empêchent de continuer dans votre ligne de réflexion. Alors, on va essayer d'éviter de parler des deux premières, et on va regarder ce qui peut être une solution dans le cas des distractions. Donc, c'est d'éteindre la télé, et dans le cas du téléphone, qui est de supprimer les notifications. Alors, ce qui est à l'origine de ces idées-là, c'est des recherches sur un domaine qu'on appelle la ego depletion, donc la réduction de votre volonté, de votre individu, de votre être. Donc ça, c'est une étude de 98 où ils ont fait des études formidables comme d'habitude, c'est-à-dire 66 cobayes qui n'ont rien mangé depuis 3 heures, ce qui pour des Américains est une sorte d'exploit, et qui sont répartis en 3 groupes. Et ces 3 groupes sont introduits dans une salle avec des bonnes odeurs et 2 bols, un avec des radis et l'autre avec des cookies. Et le groupe 1 va être appelé le groupe radis, c'est-à-dire qu'il a le droit de manger les radis mais pas les cookies qui sont devant lui. Et le groupe 2, vous l'avez deviné, on l'appelle le groupe cookie parce qu'il a le droit de manger les cookies mais pas les radis. Bon, ok. Bon, ça c'est une super mise en place, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Un immense puzzle impossible à résoudre. Et la question est, combien de temps vont-ils rester sur cette tâche impossible? Donc c'est bien une mesure de la volonté, une mesure de la capacité à se décider. Et le groupe radis, il va rester 9 minutes et il va se barrer. Le groupe cookie, 18 minutes. Et le troisième groupe, qui était les groupes témoins, il reste 20 minutes. Donc, vous voyez la différence entre celui qui a dû résister parce qu'il n'avait pas le droit de manger au cookie et qu'il n'y avait que les radis qu'il avait le droit de prendre. Ça l'a fatigué au point qu'il est 2 fois moins performant, 2 fois moins capable de rester sur une tâche pénible. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'il faut utiliser que le fait d'utiliser la volonté fatigue le cerveau. Et donc, c'est cette notion de disparition de l'être, de disparition de la capacité à résister. Alors, je vais vous parler maintenant d'une autre expérience, qui est une expérience où on va interroger, alors ça c'est une expérience de 2012,
On a mis des beepers à 200, plus de 200 adultes et on les sonne régulièrement pour leur demander dans quel état ils sont, est-ce qu'ils ont eu des désirs, est-ce qu'ils ont voulu résister à ces désirs, est-ce qu'ils ont réussi. Et là encore, plus on résiste, plus on a du mal à résister. C'est-à-dire que quand vous avez passé une journée à résister à une fois, à résister une deuxième fois, vous arrivez le soir et la dernière tentation, celle d'éteindre Netflix pour aller se coucher, eh ben, vous avez plus de chances de devoir repartir pour à nouveau 45 minutes de Netflix et vous coucher trop tard. Alors, dernière étude sur le thème, une étude de 2017, où on a regardé des étudiants et on leur a demandé, on a essayé de voir ceux qui étaient les plus performants et ceux qui avaient la meilleure capacité à résister, qu'est-ce qui les caractérisait par rapport aux autres. Et là, surprise, les plus résistants en fait ne voient pas les tentations. C'est-à-dire que quand on mesure le nombre de tentations auxquelles ils ont résisté dans la journée, eh ben, il y en a beaucoup moins que les autres. Donc en fait, finalement, ils ne résistent pas, ils vont éviter les tentations. Alors, je vous rappelle que la tentation de checker un email quand vous avez votre téléphone, c'est moins 10 points de QI. Encore une fois, votre téléphone vous fait une notification, vous avez un email, vous regardez ça et vous dites « Ah, est-ce que je le lis ou pas? Ah non, c'est pas raisonnable, je suis en rendez-vous avec Jean-Christophe et il n'aime pas quand on regarde ses emails. » Le simple fait de faire ça vous a fait perdre 10 points de QI. Et Jean-Christophe, il n'aime pas quand vous n'avez pas de QI. Alors, je vais vous parler du coup du modèle qui vous pousse dans ces tentations. En fait, c'est un modèle d'addiction qui est avec un déclencheur, une envie, une réalisation de cette envie et une récompense pour l'avoir réussi. Et si on enlève de ça une des étapes, ça peut arrêter le modèle. Alors, on va voir avec un exemple qui est cher à un de mes associés, le café. Donc, le déclencheur, une odeur ou même simplement la vision d'un logo, c'est un déclencheur. L'envie derrière, on la connaît, hein, se vautrer sur un café, bien sucré en général, et la réalisation, c'est le fait d'acheter ce café, et la récompense, c'est la satisfaction d'avoir eu ce café, on est ravi finalement d'avoir cédé à la tentation. Alors, comment est-ce qu'on va effacer ça? Eh ben, on va donc essayer de stopper une étape. Donc, sur le déclencheur, par exemple, eh ben, on va trouver une route alternative qui nous évite de passer devant le Starbucks favori. Sur l'envie, eh ben, on va essayer de substituer à chaque fois qu'on a l'envie une autre envie, plus saine cette fois-ci. Donc, on va boire un verre d'eau et on dit, bon, si j'ai envie encore du café après le verre d'eau, ben, on verra. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Pour la réalisation, ben, au lieu d'acheter un café, Patrick, tu prends un décaf. Donc, le résultat, c'est que tu vas avoir le café, qui, objectivement, c'est juste de l'eau brûlée, et tu ne vas pas avoir le petit boost de caféine qui vient compléter la réalisation. Donc, dans ce modèle, on affaiblit en fait la réalisation. Et puis, ben, la récompense, hein, au lieu de se dire que finalement on a bien fait, eh ben, on va prendre un temps de réflexion et se dire qu'on est content d'avoir réussi à ne pas prendre ce café ou d'avoir réussi à passer à côté. Donc, voilà toute la stratégie que je vous suggère. Et la conclusion de ma chronique, c'est qu'il ne faut pas jouer les héros, il ne faut pas se soumettre aux tentations, ou alors il faut faire comme Ulysse. Si vous connaissez la légende, Ulysse a résisté à la tentation en se faisant enchaîner par les marins, en leur disant de serrer encore plus ses liens à chaque fois qu'ils criaient.
et en leur mettant de la cire dans l'oreille pour qu'ils ne soient pas soumis à cette tentation. Merci Jean-Christophe. J'espère que ça vous a plu. Merci Jean-Christophe pour cette chronique passionnante, puisque bien sûr l'addiction peut se nicher à tellement d'endroits dans nos vies. Il faudra que je recherche ces articles qui disent que le café c'est bon et que j'essaye d'en faire une chronique un de ces jours, mais je dois reconnaître que tu as bien décrit l'addiction au café, et si c'était la seule dont je suis la victime, ma vie serait certainement beaucoup plus simple. Malheureusement, ça n'est pas la seule. Si vous avez des questions sur cette chronique de Jean-Christophe, vous pouvez les poser maintenant, éventuellement les poser plus tard. Et Jean-Christophe, Vous pouvez les poser maintenant ou vous taire à jamais. Ah, bon, non. Christophe, tu sais bien qu'on peut résister à tout sauf à la tentation. De qui est cette citation? Je dirais Churchill parce que c'est toujours celle qu'il faut sortir. Mais... Alors, il y a une question de Florian. Comment faire pour aider les camarades professionnels sujets à l'addiction aux réunions blablateuses? Je dirais le même process. Qu'est-ce qui est le déclencheur de ça? Qu'est-ce qui en est l'envie et comment est-ce qu'on les amène à avoir une autre type d'envie? Et est-ce qu'on arrive à leur substituer une réunion non blablateuse? Et à la fin, comment on arrive à leur montrer que finalement, ils sont contents d'avoir réussi à faire une meilleure réunion que la précédente? C'est une mécanique que je trouve assez simple à implémenter en fait. On attaque le modèle à un des endroits. Good. Alors, nous allons passer à la rubrique suivante, puisque celle-là vous a été infligée et vous avez réussi à rester jusque-là. C'est Tristan qui va nous parler maintenant. C'est moi. Le micro qui est bloqué. C'était mon tour. C'est Clotilde. C'est Clotilde. Ah ben voilà, oui. C'est tout. Hein. C'est moi. Donc, c'est Clotilde qui va nous parler de la question de l'éthique et la question du dilemme. Plus précisément, du dilemme éthique. Voilà. Donc, c'est le dilemme éthique, on y est confronté chaque jour. C'est plus souvent à des petits dilemmes qu'on n'a aucun mal à résoudre. Est-ce que je dois rester ce soir au bureau pour résorber le retard que j'ai pris dans mon travail ou est-ce que je dois rentrer dîner en famille? Un choix assez simple pour chacun. Après, on peut corser un petit peu les choses en disant est-ce que je dois rester ce soir au bureau avec mon équipe pour mettre la dernière main à une présentation sur laquelle on travaille depuis plusieurs semaines auprès d'un client important ou est-ce que je dois rentrer parce que c'est l'anniversaire d'un de mes enfants? Voilà, donc là, j'ai un choix un peu douloureux à faire entre deux valeurs qui s'opposent, auxquelles je tiens beaucoup, chacune. La valeur travail, solidarité avec l'équipe, et puis la valeur famille, fête des anniversaires. Voilà, donc la question est comment vais-je résoudre cette question? Comment vais-je faire mon choix? Comment vais-je l'expliquer à ceux pour lesquels ça occasionne une perte et comment vais-je minimiser les pertes? Voilà, donc la problématique du dilemme éthique, finalement, c'est de tenir compte des autres dans la décision qu'on va prendre. Donc, heureusement, il y a une méthode qui existe qui peut permettre d'arriver à élaborer son choix éthique. Alors, je vais la partager avec vous. Voyons voir. Partager. Hop. Voilà. Donc, je vais vous emmener dans un petit cas, c'est celui de Rose, qui est dirigeante d'Alpha Corp. Alors, la société Alpha Corp, c'est une société qui rejette ses eaux usées dans la rivière et qui a l'autorisation de le faire, dont le secteur d'activité est un secteur qui a une réputation d'acteur polluant. Alors, une des valeurs phares d'Alpha, c'est la préservation de l'environnement et de la santé. Et d'ailleurs, c'est un élément sur lequel la société s'est appuyée pour se différencier par rapport à la concurrence. Donc, la société a beaucoup investi pour minimiser son impact environnemental. Elle a pris des engagements environnementaux. Elle communique en interne, en externe autour de ça.
elle mobilise ses équipes sur ces sujets-là. De l'autre côté, Alpha, c'est une société donc industrielle qui a des investissements lourds. C'est une société qui est rentable, mais qui a des charges fixes très élevées. Et c'est aussi un employeur qui est essentiel dans la région, qui par ailleurs subit un taux de chômage relativement élevé. Alors, que se passe-t-il pour Rose et sa société? Voilà le contexte. Tous les 6 mois, un prélèvement est effectué, voilà, qui est envoyé à un labo. Et le dernier prélèvement, dont on vient de recevoir les résultats, montre qu'on a des concentrations de produits toxiques qui sont un peu en excès par rapport aux normes en vigueur dans le pays dans lequel on se trouve. Normalement, si l'on respecte la législation, l'entreprise doit cesser son activité tout de suite. Voilà. Et évidemment, on peut imaginer les conséquences financières que cela peut occasionner pour une industrie de ce type-là. Alors Rose, qui a mis en place tout ce qu'il faut pour filtrer l'eau correctement, pour maintenir les appareils de filtration, qui a toutes ces équipes qui sont mobilisées autour de ce sujet, a des doutes et pense finalement que les résultats des analyses sont sans doute erronés. Voilà. Donc, il faut également noter que le pays dans lequel se trouve Alpha Corp est un pays qui a des normes très drastiques et que dans les pays à côté, les normes sont moins contraignantes et que finalement, si on opérait dans le pays d'à côté, avec les résultats d'analyse que l'on vient d'obtenir, on pourrait continuer son activité sans problème. Donc, vous voyez comment se dessine en fait le dilemme auquel est confrontée Rose. Et alors, elle se retrouve finalement avec, on va être un petit peu caricatural, mais on va dire 2 voies possibles. Elle peut finalement choisir d'ignorer l'analyse et puis continuer son activité. Voilà, et puis se dire, bon, on verra bien lors du prochain test comment ça se passe et on repousse la décision à plus tard. Donc, on ignore le problème. Ou elle peut décider de respecter la législation, de stopper son activité immédiatement et d'aller en fait identifier et corriger le problème. Il y a également d'autres options possibles qui sont des options, on va dire, un peu plus souples, qui est par exemple de faire réaliser une seconde analyse par un autre labo et de continuer son activité en attendant, mais sachant que si on va dans cette voie-là, on est en dehors des clous par rapport aux normes et par rapport à nos engagements environnementaux. Alors, comment Rose va-t-elle pouvoir procéder pour prendre sa décision? Excusez-moi, j'ai un téléphone fixe qui s'est mis à sonner, il ne sonne jamais. Sa décision. Donc, l'objectif dans son processus à démarche de ce qu'on appelle délibération éthique, ça va être, de parvenir à une décision que les personnes concernées pourraient toutes juger raisonnable, et par ailleurs, de minimiser les pertes. Donc, pour ça, on va procéder en 3 phases, mais vous allez voir, c'est assez simple. On va inventorier les éléments qui sont à notre disposition, les faits. On va clarifier les valeurs qui sont en jeu dans ce dilemme éthique, et enfin prendre une décision qui va nous paraître la décision la plus raisonnable pour toutes les parties prenantes. En parallèle, bien entendu, on va être dans le dialogue et la consultation, d'autant plus si la décision doit être prise par un groupe. Donc en première étape, on va chercher à faire un inventaire de ce qui voilà, ce qui va nous être utile dans notre décision. Donc, qui est concerné par la décision? Qu'est-ce qui est en jeu pour chacune des parties? Alors, notamment les conséquences positives et négatives des différents choix. Et puis également, se préoccuper de tous les aspects réglementaires, déontologiques qui sont liés à la prise de décision. Donc, dans notre cas alpha, les parties prenantes dans ce choix, c'est bien entendu l'entreprise, les employés de l'entreprise, l'organisme public de protection de l'environnement, la population locale qui est également concernée potentiellement,
et les collectivités locales. Voilà. Donc, toutes ces parties prenantes, quel que soit le choix A ou le choix B, vont vivre avec les conséquences du choix. Alors, les conséquences sont évidemment différentes selon qu'on arrête la production ou selon qu'on continue à produire. Si on arrête la production, l'entreprise va inévitablement en fait rencontrer des difficultés de trésorerie et donc probablement devoir licencier. Peut-être que cette entreprise qu'Alpha a reçu par ailleurs des subventions pour la préservation de l'emploi, donc elle se retrouve face à une difficulté là-dessus. Et arrêter la production signifie également respecter les normes, donc on préserve l'image et la réputation. Donc on peut imaginer que pour les parties prenantes, voilà, chacun peut se positionner de manière différente par rapport à ce sujet d'arrêt de production. Quel est l'impact pour moi éventuellement de licenciement, quel est l'impact pour les employés, pour la population locale, pour les collectivités locales, pour Alpha Corp. Si l'on continue de produire, même chose, mais en fait en miroir, je maintiens l'emploi, mais je ne respecte plus les normes et je ne tiens plus mes engagements et donc j'ai un risque réputationnel. Voilà. Et donc, en ce qui concerne les normes, je sais que voilà, j'ai des normes sur les concentrations autorisées. C'est quelque chose qui est très clair. Donc, soit je respecte la législation, soit je l'ignore. Voilà la liste des faits. Donc, à partir de là, je vais déterminer quelles sont les valeurs qui sont en jeu, qui ont plus de poids dans la situation et qui se retrouvent finalement en concurrence. Alors, un point qu'il faut garder en tête, c'est dans le cadre d'un choix éthique, ce qui est important, ce sont finalement les valeurs qui sont partagées par l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est fait partie des critères qui sont reconnus pour dire qu'une action est meilleure qu'une autre. Alors, il se trouve que dans notre cas, on se retrouve avec des valeurs concurrentes qui sont des valeurs collectives. Si on ignore l'analyse et qu'on continue l'activité, je favorise la santé financière, l'emploi, mais par contre, j'ignore les questions, je mets de côté les questions environnementales et de santé. Et si je stoppe l'activité, je favorise mon engagement environnemental, je favorise la santé, mais par contre, inévitablement, je vais devoir procéder à des licenciements. Donc, voilà, on a des valeurs environnement, emploi qui s'opposent l'une l'autre et qui sont très fortes l'une et l'autre pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, comment Rose va pouvoir prendre une décision raisonnable en fonction de ces différents éléments qui apparaissent maintenant très clairement? Pourquoi est-ce qu'elle devrait choisir la préservation de l'environnement versus la préservation de l'emploi ou inversement? Donc, il va s'agir pour elle de pouvoir répondre clairement à cette question, donc en ignorant ses préférences personnelles ou les émotions, et de pouvoir arriver à une décision raisonnable qui peut être en tout cas considérée comme telle par l'ensemble des parties prenantes. Donc, le conseil, en ce qui concerne le choix éthique, c'est de faire le choix qui est le plus conforme aux valeurs de l'entreprise. On l'a vu dans le cas d'Alpha, une des valeurs extrêmement fortes et fédératrices de l'entreprise, c'est la préservation de l'environnement. Également, favoriser le choix qui va apparaître comme étant le plus payant sur le long terme pour l'entreprise. Et également, en parallèle, donc, voir comment on va pouvoir minimiser les pertes pour la valeur qui n'a pas reçu la priorité. Donc, mettons que Rose favorise l'arrêt de la production immédiat comme choix. Comment va-t-elle pouvoir travailler avec les différentes parties prenantes pour trouver des solutions pour minimiser les conséquences en termes d'emploi, enfin de chômage? Voilà. Donc, peut-être pourra-t-elle trouver des solutions avec les collectivités locales, les syndicats, pour essayer de minimiser les conséquences au niveau des employés et de la population locale. Donc, il existe en fait un test de vérification pour vérifier que le choix qu'on est en train de faire est un choix éthique. Donc, ce choix, il doit avoir une valeur d'exemplarité, une valeur de réciprocité et de transparence. Donc, on doit pouvoir répondre aux questions suivantes. Est-ce que le choix que je suis en train de faire pourrait servir d'exemple dans une autre situation similaire?
si c'est moi qui subissais les conséquences de mon choix, est-ce que je considérerais toujours qu'il s'agit d'un bon choix? Et enfin, si mon choix était communiqué publiquement, est-ce que je serais prête, à l'aise pour le défendre et l'expliquer? Voilà. Donc, à partir du moment où on répond positivement à ces 3 questions, on a la quasi-certitude d'être dans un choix de nature éthique. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que je reste au bureau ce soir pour finaliser le dossier urgent ou est-ce que je rentre pour fêter l'anniversaire de mon fils? Voilà, et je vais pouvoir la résoudre en utilisant cette démarche et en faisant ce test. Merci, Vous avez des Clotilde. questions? Est-ce que vous avez un avis sur le cas de Rose, sur le choix qu'elle pourrait faire ou les questions qu'elle pourrait se poser pour faire un meilleur choix? Alors, je crois qu'on est tous prêts à se mettre à la place de Rose et à expliquer qu'on a une décision qui est la meilleure de tous. Mais laquelle? C'est bien la question. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse la démarche. Ça va nous prendre quelques minutes collectivement et qu'ensuite on fasse un sondage pour vérifier un petit peu ce que vous en pensez tous. Peut-être pas cette fois-ci. Mais en tout cas, merci Clotilde parce que cette incursion dans le champ de l'éthique et de la difficulté de décision est rarement expliquée avec autant de clarté. Les entrepreneurs sont régulièrement soumis à des choix qui sont cornéliens, qui soient en tout cas éthiquement compliqués. Et donc nous avons maintenant une grille d'analyse. Vous avez maintenant une grille d'analyse, une grille pour vous aider à progresser. Et n'hésitez pas à en reparler aux conseillers qui éventuellement peuvent vous aider sur ces sujets. Et je pense que grâce à Clotilde, vous avez maintenant les 3 bonnes questions à vous poser après chaque décision. Avant Et chaque bon, décision. Avant. en validation de chaque décision que vous vous apprêtez à annoncer. Et donc, c'est à mon avis, un point très utile pour l'ensemble d'entre nous. Nous allons continuer sur des sujets difficiles qui amènent souvent à des choix éthiques, à des dilemmes éthiques, avec Tristan, qui va nous apporter un prolongement à sa chronique de la semaine dernière sur les conflits d'associés. Et donc, on va cette fois-ci parler un peu plus de résolution, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Alors, la fois dernière, on a évoqué la gravité des conflits d'associés. Un point clé était que c'est à la fois quelque chose de très fréquent et à la fois quelque chose de très délétère. Et donc, la combinaison de la fréquence avec l'aspect destructeur fait que c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà. Aujourd'hui, on va voir si ça se produit, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ce conflit d'associés. Je n'utilise pas le mot solutionner parce qu'il n'y a pas de solution. C'est quelque chose que il y a de toute façon de la casse, mais pour le gérer. Et puis, finalement, comme c'est un sujet complexe, il y aura une 3e partie la semaine prochaine sur comment prévenir, essayer de prévenir ces conflits d'associés. Voilà, donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez ou pas? On voit que tu as commencé à partager. On voit surtout du noir. On voit surtout du noir. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, j'ai un petit souci technique. Je dirais que la situation est sombre et se pressente. On voit ton écran. Ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Problème technique, c'est toujours comme ça. On voyait ton écran avant. On voyait on voyait mon fond d'écran. Écoutez, je vais réessayer. Dernière tentative. Là, j'ai le bon écran. Je fais partager. Ça marche pas. On voit ton fond d'écran, Tristan. On voit ta page principale. On voit ma page principale. Jolie dune. Comment attendez, je crois avoir peut-être une solution.
Imprime rapidement et présente le PowerPoint feuille par feuille. Ça se fait très bien maintenant sur les réseaux sociaux, tu sais. Voilà. Est-ce que là, vous voyez, si je fais lire, Oui, ça se précise. ça se Oui. précise. Très bien. Bien. Alors, ça, on l'a vu. Alors, quels sont les points à gérer quand on a un conflit d'associés? D'abord, quels sont les différents types de schémas de séparation? Par exemple, qui part, qui reste, parce que parfois, tout le monde veut rester. Ensuite, comment est-ce qu'on discute? Est-ce qu'il y a des méthodes qui sont meilleures pour négocier que d'autres? Ensuite, le sujet clé, c'est la valorisation des titres du sortant. Comment on peut arriver à se mettre d'accord sur cette question? Ensuite, le package du sortant, parce qu'il y a les titres, mais il peut y avoir tout tas d'autres choses à côté qui permettent d'optimiser la négociation. Et là, je fais référence à la méthode de négociation qui vous a été déjà présentée, qui est la négociation raisonnée. Et donc, en travaillant sur un package, on arrive à trouver des intérêts différents entre l'entrant et le sortant. Ensuite, il y a la question du financement. Il y a la question du montage capitalistique pour acheter les titres. Et puis, dernier point, c'est si on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'on ne peut pas racheter les titres, qu'est-ce qui reste à faire? Donc, vous voyez, c'est un sujet complexe avec de multiples facettes. Alors, le cas de figure classique, c'est l'associé dormant ou qui part en claquant la porte. Dans ce cas-là, la seule question qui se pose, c'est le rachat des titres. Et donc, dans ce cas-là, généralement, le plus tôt est le mieux. C'est un cas assez fréquent. Deuxième cas, c'est deux associés, souvent des associés égalitaires, qui veulent tous les deux récupérer le business et qui disent non, c'est moi qui reste, c'est toi qui reste, chacun veut garder le gâteau. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer celui qui part et celui qui reste? Nous, au sein de Melsion, généralement, quand il y en a deux, notre choix est vite fait. Souvent, il y en a un qui est un entrepreneur et l'autre qui n'en est pas. Et donc, très légitimement, nous, on a tendance à penser que celui qui a le plus de légitimité pour rester, c'est celui qui est l'entrepreneur, celui qui est le plus indispensable, celui qui crée le plus de valeur, ce qui est le moins facile à remplacer. Maintenant, parfois, ils ne se mettent pas d'accord entre eux. Et donc, il faut faire intervenir des tiers qui permettent de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il existe une option aussi, parfois, qui est de scinder le business en deux, quand on peut, par exemple, avoir une partie de la clientèle qui est répartie pour l'un, pour l'autre, et une partie des actifs. Moi, j'ai un cas de figure que j'ai traité qui était très intéressant. On avait fini par se mettre d'accord pour faire une scission du business entre les deux associés à 50-50. Et quand on a annoncé ça aux salariés, aucun des salariés n'a voulu aller avec l'un des deux et tous voulaient aller avec l'autre. Ce qui fait que la conclusion immédiate, c'est que ce sont les salariés qui ont fait le choix de celui qui était le sortant et de celui qui était le partant. Maintenant, le cas le plus fréquent, c'est quand même un des associés qui est poussé vers la sortie. Souvent, c'est un associé minoritaire ou alors il y a différents actionnaires qui font le choix que c'est lui qui doit partir et par les autres. Alors, dans ce cas-là, généralement, il y a une fenêtre de négociation. Un associé important et dirigeant soit mis dehors, ça la fout mal vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires. Et donc, il y a très souvent une fenêtre de négociation pour arriver à un accord qui fasse le moindre désordre possible dans le business et vis-à-vis des salariés. Là, il y a un point sur la valorisation, mais j'en reviendrai plus tard. En termes de discussion, de méthode de négociation, comment est-ce que ça se passe? Alors, en cas de conflit, bien évidemment, vous avez des fortes dissensions, des fortes tensions entre les actionnaires. Et donc, il y a des risques que on arrive très difficilement à un accord, que ça prenne des années avant de se mettre d'accord. Et il y a même le risque ultime qui est un risque de blocage. Alors, les solutions traditionnelles, il y a l'appel à un médiateur.
j'ai eu l'occasion de faire appel à un médiateur nommé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Mon constat, c'est que ça apporte pas grand-chose. Chacun reste sur ses positions, chacun voit le médiateur comme un risque, qu'il prenne le parti de l'un ou l'autre. Par ailleurs, c'est relativement coûteux. Donc, mon retour d'expérience là-dessus, c'est que, en l'occurrence, ça n'a pas apporté grand-chose. Il y a une autre solution, qui est d'avoir des porte-paroles, c'est-à-dire que chacun des deux associés qui discutent, eh bien, prend un conseil, qui discute avec l'autre, et ce qui permet d'avoir des discussions dépassionnées, parce que quand ce sont les associés qui discutent entre eux, ben souvent ça fait des étincelles. Maintenant, la question clé, c'est la valorisation des titres du sortant. Et les différentes valorisations sont souvent extrêmement variées. Il y a beaucoup de points de vue différents. La valorisation, ça peut être l'estimation de la contribution du sortant. En tout cas, c'est souvent le point de vue du restant qui dit, bon, bah, écoute, voilà, regarde ce que tu as fait en 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas grand-chose, donc je suis prêt à te dédommager du temps que tu as passé, mais de toute façon, le projet n'est pas abouti et tu pars en cours de route, donc quelque part, tu n'as pas droit à plus. Il y a une autre méthode de valorisation, c'est combien vaut la société si on la vendait aujourd'hui, et comme j'ai X%, bah X% de telle valeur, ça fait tant. Il peut y avoir eu des augmentations de capital. Or, vous savez que dans le cas des augmentations de capital, il y a des valorisations précises qui sont fixées, en particulier une valeur pré-monnaie plus le cash injecté, ce qui donne une valeur post-monnaie. Et donc, ça peut être réclamé comme une référence par le sortant, parce que souvent, c'est des valorisations relativement élevées. Et puis, il y a la position du sortant qui est de dire, bah oui, mais moi, je suis actionnaire, je peux rester indéfiniment actionnaire, la société, elle va finir par valoir très cher, je veux un accès à la valeur future de la société. Donc, on voit que c'est extrêmement complexe et qu'il peut y avoir des très, très gros écarts de valorisation entre les différentes parties, entre la valeur minimale, qui est généralement la situation nette comptable de la société, ou la valeur future ramenée via un taux d'actualisation à une valeur actuelle. C'est d'ailleurs souvent la valeur que post-monnaie en cas d'augmentation de capital, et il y a des écarts très, très importants. J'ai deux cas de figure où l'associé sortant s'est vu valoriser ses titres le quart de la valeur post-monnaie de la dernière augmentation de capital effectuée. Voilà, le quart. Donc, il peut y avoir donc un grand écart. Alors, il y a une piste de solution qui est faire une évaluation par un expert indépendant. Dans le cas de la procédure d'arbitrage que j'ai fait dans le cas d'un des dossiers, eh bien, le médiateur a obtenu l'accord des deux parties de faire une évaluation par un expert indépendant. Les limites de cette expertise, c'est que l'expert ne donne pas une valeur, voilà, la boîte vaut tant et donc les titres valent tant, il donne une fourchette. Dans l'exemple que j'ai vécu, il y avait un facteur 2 entre le minimum et le maximum. Deuxièmement, c'est un exercice de style parce que quasi systématiquement, les associés refusent que cette estimation soit engageante, soit binding. C'est juste à titre d'information que cette évaluation est faite. Et puis, une des difficultés, c'est que cette valeur, elle pourrait ne pas être finançable. Donc, il y a un côté assez incertain qui est complexe. Par contre, ça aide à faire avancer la discussion. Un point que je voulais évoquer aussi, c'est l'optimisation du package du sortant. J'ai en particulier en tête un exemple où, pour arriver à rapprocher les points de vue dans le cadre d'une méthode de négociation de raisonnée, eh bien, il y a un deal qui a eu lieu avec une optimisation du coût et de l'intérêt, du coût pour le restant et de l'intérêt pour le sortant, avec
par exemple, un licenciement pour faute grave plus une transaction avec une indemnité transactionnelle. Vous savez que les indemnités transactionnelles, il n'y a pas ou peu de charges sociales. C'est une charge qui est déductible de l'IS de la société. Et quant aux bénéficiaires, à savoir le sortant, il ne paye pas d'impôt sur le revenu sur une indemnité transactionnelle. Donc, c'est une bonne solution pour optimiser le coût compte tenu de la quasi-suppression des frictions sociales et fiscales, qui, en l'occurrence, lui permet également d'accéder à du chômage et à Pôle emploi. En l'occurrence, on a également adjoint la cession d'un actif qui n'était pas utilisé par la société, mais qui pouvait l'être par le sortant, plus des abandons des poursuites qui n'avaient pas manqué d'être mises en route, ce qui a permis une cession des titres avec une valorisation réduite, pour le coût finançable par la dette, compte tenu des autres contreparties qui avaient été mises en place dans le cadre de cette négociation. Ensuite, on arrive à la question du financement des rachats des titres. Donc, comment ça se finance? En partie par la trésorerie disponible. Dans l'exemple précédent que j'ai donné, le financement de l'indemnité transactionnelle a été fait par la trésorerie disponible de la société. La deuxième source la plus courante, c'est de souscrire un emprunt d'une banque, généralement sur 5 à 7 ans, pour étaler la charge financière sur un certain nombre d'années, qui sera remboursée grâce à la capacité bénéficiaire de la société. Enfin, une troisième option, c'est de négocier avec le sortant un étalement du paiement de la prix de cession, c'est-à-dire un crédit vendeur. Dans un des cas de figure, on a eu un étalement sur 5 ans, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le sortant qui, compte tenu d'un prix qu'il avait trouvé respectable, qui avait fait la banque auprès de la société. Maintenant, il y a un cas de figure qui est encore plus compliqué, c'est quand la capacité bénéficiaire de la société est faible ou incertaine. Pas de possibilité d'emprunt. Il y a eu un cas de figure de ce type-là où une solution qu'on a trouvée, c'était un étalement dans le temps, mais en s'assurant que ça resterait toujours finançable par la société, en prévoyant un pourcentage du chiffre d'affaires. On savait que quand on fait un chiffre d'affaires, on a 30% de marge. Eh bien, une partie de cette marge, par exemple 15% de cette marge, était rétrocédée au sortant, de telle manière à le dédommager progressivement, tout en étant sûr que ça ne plomberait pas la société. Donc ça, c'est une solution dans les cas les plus compliqués, en particulier pour des startups, quand il y a une startup qui ne gagne pas encore d'argent, mais qu'il y a un associé sortant. On en arrive à la comparaison des montages pour le rachat des titres. Alors, il y a un montage à éviter, c'est le rachat en cash par le sortant, en cash perso, par le restant des titres du sortant. C'est une solution qui est très coûteuse, ça utilise de l'argent frais qui a subi des charges sociales, la fiscalité de l'entreprise, la fiscalité personnelle, et donc que je déconseille fortement. Et au contraire, je conseille deux montages, qui sont les deux montages les plus classiques. Soit c'est la société qui rachète elle-même les titres du sortant avec ou sans emprunt, puis qui annule les titres via une réduction de capital, et tous les actionnaires sont reliés, en particulier le restant. Et le deuxième montage, c'est l'owner buyout, qui est donc un LBO, sponsorless en l'occurrence, parce qu'on n'a pas besoin d'un investisseur qui mette son nez dans cette opération. Et donc, le restant crée une holding de reprise, par exemple une holding patrimoniale, apporte ses titres à cette holding, ce qui lui permet de constituer des fonds propres. Ayant des fonds propres, elle peut souscrire un emprunt bancaire, lui permettant de racheter les titres du sortant, et les dividendes versés par la société permettra à la holding du restant de rembourser sa dette. Alors, quels sont
la comparaison entre ces deux rachats. Alors, d'abord, ces deux schémas ne donnent pas les mêmes taux de détention. Imaginez une société où il y a un restant qui a 40%, un sortant qui a 40% et d'autres actionnaires qui ont 20%. Dans le cas de la réduction du capital, on annule le sortant, on relue au prorata le porteur de projet et les autres actionnaires. Le porteur de projet se retrouve avec 67%, les autres à 33%. Dans le cas d'un owner buyout, c'est la holding du restant qui rachète la totalité des parts du sortant, et donc on se retrouve à 80-20 au lieu de se trouver à 67-33. Ces deux solutions donnent le même résultat s'il n'y a pas d'autres actionnaires. Mais s'il y a d'autres actionnaires, vous voyez que la solution de l'owner buyout est fortement préférable. Et donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux montages? La réduction de capital, c'est simple, c'est efficace, surtout il n'y a pas de tiers actionnaire, il n'y a pas de coût de création et de gestion d'une holding. C'est possible même quand on ne verse pas de dividendes, pour peu qu'on ait le financement et qu'on soit en mesure de rembourser la dette. Par contre, ça a un inconvénient qui est que, qui dit réduction de capital, dit diminution des fonds propres. Et donc, ça change le profil comptable de la société, ça diminue son fonds propres et ça diminue sa capacité à emprunter. Tristan, il te reste 1 minute. Parfait. L'autre solution, qui est l'owner buyout sponsorless, c'est optimum en termes de taux de détention, vu que tout le rachat profite au restant, et c'est donc particulièrement avantageux pour lui, surtout si le prix de rachat est bien négocié. Par contre, ça peut avoir un inconvénient, c'est que s'il y a d'autres actionnaires, il va falloir faire remonter des dividendes, et une partie des dividendes, au lieu de remonter à la holding pour rembourser le prêt, vont aller aux actionnaires minoritaires, et donc ça veut dire que le financement devrait être un peu plus important. Voilà, donc selon le cas de figure, c'est l'une ou l'autre de ces deux solutions. Dernier point, qu'est-ce qu'on fait si c'est impossible de racheter les parts? Il y a une solution qui est de continuer d'attendre en espérant qu'un jour ou l'autre, le sortant se décidera à vendre ses titres. Il y a une autre option qui est de créer une autre structure et de transférer tout ou partie de ou des activités dans cette nouvelle structure, soit immédiatement. J'ai un cas de figure là récemment où ça a été le cas. Le risque, c'est qu'il y ait une procédure par le sortant de détournement d'actifs, d'abus de majorité, etc. Donc ça s'apprécie, les risques s'apprécient au cas par cas. Il y a une autre solution moins risquée que je suis en train d'utiliser dans un autre cas de figure, c'est de créer une autre structure et que toutes les nouvelles offres, les nouveaux produits soient logés dans la nouvelle structure au lieu de l'ancienne, et donc d'avoir un transfert progressif de la valeur entre les deux structures pour minimiser les risques, mais ça n'annule pas les risques légaux. Voilà donc une conclusion à cette deuxième présentation, c'est que la meilleure issue possible, c'est le rachat. Ça réduit le risque de mortalité. Et donc, moi, je recommande d'effectuer ce rachat dès qu'on arrive, dans le cadre de la négociation, à un prix qui est finançable. Aller le plus vite possible, c'est fortement souhaitable, mais c'est souvent pas possible parce qu'il faut que le sortant fasse le deuil de sa participation au projet, se projette dans un nouveau job. Voilà, et donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, prendre son mal en patience, pas couper les ponts, se faire accompagner. Idéalement que les deux, restants et sortants, soient tous les deux accompagnés et essayer d'aboutir à une négociation raisonnée pour maximiser les intérêts des deux parties. Voilà, la semaine prochaine, une troisième présentation sur comment prévenir les conflits d'associés. Tu as une question de Sébastien. Comment formaliser au moment de la session le cas où la société ne dégage pas tant de résultats ou de chiffre d'affaires, ce qui ne permet pas de faire face à un crédit vendeur, etc. Eh bien, c'est ce que je disais, c'est éventuellement avoir
un accord où le prix de cession sera étalé dans le temps et cadré sous forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires généré, de telle manière à être sûr que ça n'impactera pas trop la rentabilité de l'entreprise, des sortes de royalties étalées dans le temps avec éventuellement un plafond maximum ou une durée maximum. Voilà, X% du chiffre d'affaires ou de la marge sera payé tous les ans au sortant à concurrence de tel ou tel prix ou de telle ou telle durée. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui est finançable. Une question, est-ce que Tristan, quand on a deux entrepreneurs, ouais, deux associés, on va dire, qui tous les deux sont à des parts quasi égales, et Oui. que chacun des deux prétend vouloir continuer ou voudrait vouloir continuer l'activité. Qu'est-ce que tu penses de la clause de buy or sell qui est très puissante, c'est-à-dire l'un nomme le prix et l'autre décide à ce prix-là s'il achète ou s'il vend? Écoute, ça, j'ai prévu d'en parler la semaine prochaine comme une manière de prévenir les conflits en mettant une clause de buy or sell dans le pacte d'actionnaires. Donc ça, j'ai prévu d'en parler de manière un petit peu détaillée la semaine prochaine. Un des sujets du buy or sell, c'est que s'il y en a un qui vient de faire un riche héritage, eh ben, il sait que c'est lui qui gagne, quoi. Donc il y a Il y a des biais. des biais intéressants. Une question pour toi, Tristan. Typiquement, dans ton expérience, une négociation de séparation entre deux associés, ça dure combien de temps? Ça s'étale sur combien de temps entre le moment où ils commencent à y penser et le moment où ça se termine? J'avais donné, là, je peux vous repartager mon écran. J'ai fait des petites statistiques sur les 15 conflits d'associés que j'ai gérés. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Eh bien, ça a pris entre 6 mois et 30 mois. Donc, 6 mois, c'est très rapide. 12 mois, c'est pas mal. Très souvent, c'est 18 mois et ça peut aller jusqu'à 30 mois. Et apparemment, plus ça dure et plus ça risque d'échouer. Et plus ça, voilà. Et donc, quand ça se passe bien, c'est quand on arrive à racheter les actions. Je l'ai mis en vert. Oui, Quand on n'arrive pas à racheter les actions, ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de dépôts de bilan. Ou alors, il y en a un qu'on met dehors et qui n'a pas trop la voix à la parole et qui part avec des prix cassés. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge et peu de vert dans ce tableau, donc souvent, ça se passe mal. Merci beaucoup, Tristan. Tout ça est bien intéressant et on attend avec impatience la suite de ta chronique La semaine prochaine. la semaine prochaine. Ça, c'est du teasing, hein. Si vous n'êtes pas tous là la semaine prochaine, c'est qu'on a mal fait notre boulot, vraiment. Et on va continuer sur un thème qui est finalement lui aussi un peu lié aux aspects financiers de la vie de l'entrepreneur. C'est la question de l'acquisition de l'entreprise dans des temps perturbés comme ceux qui nous accueillent ces temps-ci. Donc Patrick va nous parler du financement de l'acquisition en temps de crise. Merci, je vais tenter de partager mon écran, ce qui est toujours un moment Oui, c'est le petit moment tendu de chaque chronique. de doute. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Ces petites notions, c'est parfait. Alors, pour relier et tisser entre eux les différents sujets que j'ai pu évoquer au cours des dernières semaines, vous vous souvenez peut-être que après avoir aidé les entrepreneurs à se préparer à la crise, après les avoir munis de bons réflexes pour gérer leurs collaborateurs, partenaires, fournisseurs, etc., nous avons basculé un petit peu sur l'aspect finance et nous avons aidé, par des conseils que je crois judicieux, les entrepreneurs à obtenir le PGE, à obtenir éventuellement des financements complémentaires de BPI France, etc. Puis, assez naturellement, ont émergé des questions en disant, bon, très bien, maintenant, grâce à vos conseils, on a plus de trésor qu'on en avait avant la crise. Finalement, pour un certain nombre d'entreprises, la crise se passe
relativement bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de pertes de chiffre d'affaires que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, nous avions donné 3 idées. La première, c'était de recruter du talent. La deuxième, c'était de faire des offres irrésistibles en utilisant le cash de l'entreprise, là où les concurrents éventuellement n'en ont pas, pour faire des offres pour vos clients, vos prospects. La troisième, c'était de racheter des fonds de commerce pour compléter votre offre. Et puis, dans une séquence suivante, j'ai expliqué pourquoi nous recommandons de recruter sur les valeurs plutôt que sur les compétences. Ce qu'était la mafia offer au sens de la théorie des contraintes, pour vous permettre de réfléchir, et c'est très complexe, mais vous avez été nombreux à revenir vers nous, vers cette question-là, sur comment on fait une offre irrésistible à ses clients et à ses prospects. Et donc, enfin, aujourd'hui, j'adresse la question du rachat du fonds de commerce complémentaire, qui était une des 3 pistes que nous avions suggérées pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui se trouvent en situation d'avoir à la fois une activité qui fonctionne malgré les périodes troublées et suffisamment de solidité financière pour envisager une croissance externe. La difficulté, c'est que une acquisition, c'est déjà compliqué en dehors d'une période de crise. Mais dans une période de crise, on va rajouter des éléments nouveaux, on va rajouter des éléments encore plus compliqués que la situation habituelle. Et donc, prenons le cas de départ qui pourrait nous arriver. Nous avons trouvé la perle rare, entendre le fonds de commerce, l'entreprise que nous aimerions racheter, qui complète notre offre. Le propriétaire souhaite céder et nous sommes d'accord sur un prix raisonnable. Alors, chacun de ces 3 éléments nécessiterait à lui tout seul plusieurs heures de discussion. Mais admettons que nous avons déjà franchi toutes ces étapes et que, en tant qu'entrepreneur, nous sommes dans cette position intéressante d'avoir trouvé une cible, d'avoir un vendeur qui a l'air d'être d'accord pour vendre et que, globalement, lorsqu'on a commencé à parler du prix, tout ça paraît raisonnable. Alors, il y a l'approche classique du financement. Et je ne peux que vous recommander la lecture du Vernimède. C'est un pavé comme ça qui est publié tous les ans par 2 professeurs d'HEC, Pascal Quiri et Yann Le Fur. Pierre étant l'ancien professeur emblématique de finance d'HEC que tous ceux qui ont de près ou de loin approché le campus de Jouy-en-Josas ont connu. Et c'est très bien fait. C'est-à-dire que même pour un entrepreneur qui n'a pas de formation spécifique en finance, il est évident que c'est une bonne façon de s'approprier les concepts et les raisonnements. Et à l'intérieur du Vernimède, vous trouverez, je vous remettrai le lien dans la publication dans les réseaux sociaux, sur quels sont les différents types de financement possibles, comment est-ce qu'on arbitre, qu'est-ce qui est le plus utilisé, etc., etc. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus intelligent. Ça ne résoudra pas forcément votre problème, mais au moins vous aurez une certaine compréhension des concepts. Alors, la première chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'en période de crise, l'avenir est encore plus incertain que d'habitude. Vous savez que chez Melchior, nous, on fait partie des gens qui pensent que l'avenir est inconnaissable par définition. On est des grands amoureux de Nassim Taleb et de cette vision du hasard qui est, par définition, si vous pouvez le prévoir, c'est quelque chose qui, c'est pas ça qui va vous arriver, c'est autre chose. Et donc, on pourrait dire qu'il y a 3 impacts en période de crise quand on envisage une acquisition. Il y a l'impact sur le risque, c'est-à-dire est-ce que l'avenir incertain donne quand même quelques signaux que ça pourrait se passer à peu près bien pour vous, mais aussi pour l'entreprise que vous souhaitez acheter. Le deuxième impact, c'est un impact sur la valorisation, puisque bien entendu, et je vais en parler dans un instant, comment est-ce qu'on valorise une entreprise lorsque le futur est incertain? C'est compliqué. Et enfin, il y a un impact sur le financement, puisque les méthodes habituelles de financement sont elles aussi, quelque part, impactées par cette incertitude. Alors, le risque. Alors d'abord, première chose, le risque, c'est que il n'est pas du tout le même si vous êtes dans une logique de cession ou de transmission. C'est-à-dire si vous achetez une entreprise dont le propriétaire cherche à la céder ou à la transmettre. Pour faire simple,
Dans une logique de cession, ce qu'attendra le vendeur, le premier élément de toute sa liste d'intérêts, c'est le prix. Dans la transmission, et c'est une façon de faire la différence entre les deux cas, le prix n'est pas la première variable. Il peut être la deuxième, la troisième ou la dixième, d'accord, mais il n'est pas la première. Et donc, dans une période où il y a incertitude sur le futur, encore plus que d'habitude, il faut essayer, c'est mon point de vue, d'être très prudent et de ne pas être dans une logique où quelqu'un veut vous céder un actif. Mais éventuellement, c'est plus intéressant d'être dans une période où quelqu'un veut transmettre son entreprise. Ce qui implique une certaine envie que ça se passe bien dans le futur pour l'entreprise, pour ses salariés, pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour son écosystème, et donc qui crée un espace dans lequel on peut parler d'avenir. Le deuxième risque, bien sûr, c'est l'évolution potentiellement négative des marchés de l'entreprise que vous souhaitez racheter, avec des baisses de volume, avec des tensions sur les prix, et donc qui peuvent vous amener à envisager, le cas échéant, que l'entreprise que vous êtes en train de racheter puisse avoir dans le futur un cash flow négatif. C'est rarement le but, hein. On achète rarement une entreprise pour le cash flow négatif futur. On l'achète en général pour un cash flow positif futur. Il y a aussi le fait que la richesse humaine, les équipes qui sont dans l'entreprise que vous allez racheter, sont inquiètes. Et c'est bien légitime. À la fois le stress de changer de leader, à la fois une période incertaine dans laquelle elles aussi ont du mal à se projeter dans l'avenir. Et enfin, bien sûr, n'oubliez jamais la mobilité des talents. Les personnes les plus talentueuses de l'entreprise sont celles qu'on vient débaucher le plus vite. Donc, ce sont celles qui reçoivent des offres d'emploi au moment où vous arrivez et vous rajoutez de l'incertitude à l'incertitude. Et puis enfin, c'est souvent sous-évalué. Lorsqu'un entrepreneur achète une entreprise, il va investir une partie importante de son temps et donc probablement délaisser son entreprise actuelle dans une certaine mesure, ce qui crée des problèmes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois avec un souci à gérer dans l'entreprise qu'on a rachetée et un souci qui n'existait pas mais qu'on a généré nous-mêmes dans l'entreprise existante. Alors, si vous avez encore envie d'acheter une entreprise à ce stade après l'énumération des risques, on est prêt à passer à la phase 2, le problème de la valorisation. Alors d'abord, il faut s'entendre sur le fait que la valeur et le prix sont deux choses différentes. Le prix, c'est ce qui se finance raisonnablement. Dans un monde idéal, le prix et la valeur ont une certaine corrélation. Dans la vraie vie, c'est généralement l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez surpayer un actif. Donc, le prix qui était finançable, que vous avez payé, est supérieur à la valeur de l'actif. D'ailleurs, valeur de l'actif qu'on ignore bien généralement a priori et qu'on découvre a posteriori, et qui est pleine de biais, donc tout un superbe chapitre sur la valorisation. Mais il peut également arriver que même si on trouve une certaine valeur à un actif, on ne puisse pas le financer à la hauteur de cette valeur. Et donc, il faut bien avoir deux analyses distinctes. Quelle est la valeur de cet objet que j'achète, et notamment avec les synergies que je vais avoir avec mon business existant, et quel est le prix que je peux proposer. Et donc, ce que je vous indique, c'est que je suis toujours attentif à ce que le prix soit raisonnablement finançable. Pour cela, il vous faut évaluer très prudemment les cash flows futurs, on en a parlé il y a quelques minutes, mais il faut également ne pas hésiter à se situer dans un espace-temps relativement long. Après tout, si vous achetez une entreprise pour compléter votre entreprise actuelle, vous pouvez imaginer que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, cette activité soit toujours présente dans votre portefeuille d'activité. Enfin, résistez à l'envie de faire une bonne affaire. J'ai une conviction, c'est que la bonne affaire n'existe pas. Et que
Si on devait dire ce qu'est une bonne affaire, c'est une affaire dans laquelle l'ensemble des parties prenantes est très satisfaite de la façon dont la discussion s'est passée et de la conclusion à laquelle on est arrivé. On est bien loin de l'idée qu'en période de crise, on peut racheter 10 cents du dollar, l'expression américaine pour dire je vous rachète à 10% de la valeur pré-crise parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vendre et donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour un entrepreneur, de notre point de vue, est à fuir. Lorsque vous êtes dans une logique à essayer de faire une bonne affaire, vous avez une vision tunnel et vous allez regarder une seule chose, le prix, le prix, le prix. Le prix n'est pas la valeur. Ce que vous voulez intégrer dans votre futur, c'est la valeur. Enfin, le financement. La méthode classique, c'est de dire il y a des fonds propres, des quasi-fonds propres, de la dette senior, et avec ça, eh bien, on va déterminer combien on peut investir avec notre trésorerie, combien on peut trouver éventuellement en quasi-fonds propres en accompagnement, on rajoutera la dette senior, ça nous fait l'enveloppe, le sandwich qui sert à financer l'acquisition. Dans la Melson Way, on part à l'envers. Et on va voir que ça pose un problème en période de crise. Quand on dit on part à l'envers, c'est qu'on va d'abord voir nos banques et les banques de l'entreprise. On leur dit, regardez cette entreprise que j'envisage d'acheter, dites-moi quel est le niveau de dette avec lequel vous seriez confortable, vous qui nous connaissez bien et ou qui connaissez bien l'entreprise qu'on rachète. Et à partir de là, on a une première idée, on rajoute ou pas des fonds propres et des quasi-fonds propres pour arriver à augmenter le financement. On peut aussi avoir des méthodes de financement non conventionnelles. Nous avons, au cours de nos 24 dernières années d'exercice, réalisé ce que d'aucuns ont trouvé être de la magie, mais qui n'est juste que l'application de ce principe que j'évoque ici, c'est l'inversion de la séquence de financement. Alors, allez voir des banques, bien sûr. Lesquelles? Les vôtres, c'est évident, elles vous connaissent. Celles de la cible, elles connaissent la cible. Et puis les autres banques qui peuvent avoir éventuellement envie de financer une transaction. Maintenant, il faut bien reconnaître que c'est compliqué aujourd'hui pour une banque d'analyser une acquisition. Mettez-vous un instant dans la position de la banque. Vous allez lui emprunter sur 5 à 7 ans une somme probablement importante et vous allez promettre, la main sur le cœur, de rembourser cette somme au rythme que vous aurez négocié trimestriellement, mensuellement, etc., etc. Mais la banque va se poser la question, est-ce qu'il y a une raisonnable certitude que cet entrepreneur, au demeurant respectable, me rembourse? Et là, elle va essayer de se poser la question du futur. Mais les banques, pas plus que les entrepreneurs, n'ont de boule de cristal pour prévoir le futur. Donc, ils vont regarder le passé. Et là, on voit bien dans quelle situation on se trouve. C'est que même si l'entreprise que vous rachetez et votre entreprise ont eu un très beau bilan 2017, 2018 et 2019 qui permettrait, si on regarde l'avenir comme quelque chose de linéaire, de se dire, bien évidemment, 2020 à 2025, il n'y a pas de problème, ils vont faire à peu près la même chose. Sauf que votre bilan 2020, vous savez déjà qu'il risque d'être compliqué. Le bilan 2020 de votre cible d'acquisition également. Et quid de 2021? Personne n'en sait rien. Parce que, bien évidemment, les niveaux de rentabilité, les niveaux de génération de cash, les niveaux d'EBITDA notamment, de l'année 2020 sont impactés par la crise du Covid, ils seront peut-être impactés par la crise économique si elle arrive dans les prochains mois, et que 2021 est encore plus riche d'incertitudes. Et donc, l'ensemble des gens qui sont actuellement en train de regarder des logiques d'acquisition ont des maux de tête considérables parce qu'on ne peut pas se baser sur le passé pour prévoir les cash flows des 2-3 prochaines années. Et donc, il est fort à parier que malgré leur envie et malgré leur discours, les banques soient très prudentes dans le fait de vous accompagner dans une acquisition. Simplement parce qu'elles ne peuvent pas répondre simplement à la question « serais-je remboursé en temps et en heure de mon financement ?» Et c'est là qu'on en arrive à une solution qu'on doit envisager, c'est qu'on pourrait envisager de se passer des banques pour financer une acquisition. Après tout,
Si on est dans une logique de transmission, c'est-à-dire où on se place dans le fait qu'on prend le relais de l'actuel dirigeant propriétaire pour continuer l'histoire de son entreprise. Que deuxièmement, on a su comprendre les paramètres par une négociation raisonnée probablement qui sont importants pour le cédant, mais aussi pour les autres parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, l'écosystème tout entier de l'entreprise qu'on veut racheter. Alors on a une sorte d'envie commune. C'est l'envie de faire ce projet, l'envie de réunir les entreprises et de faire de cela un succès. Eh bien, c'est là où le fait d'être un entrepreneur permet d'ouvrir le champ du possible. 2 opérations que je conseille en ce moment sont en train de se diriger tout doucement vers le fait que le cédant va assurer la quasi-totalité du financement de la reprise, charge au repreneur, post-cession, d'aller voir les banquiers et de négocier la dette d'acquisition. Et donc, à partir de la conviction commune que pour les banques, c'est difficile, que le cédant peut avoir envie d'aller vite, et que le temps qu'on mette d'accord les banques sur un avenir, on va dire raisonnable, et donc qu'elles construisent leur plan de financement, ça va prendre quelques mois. Notamment, elles vont attendre de voir comment 2020 va se passer. Et peut-être qu'elles vont attendre de voir comment 2021 débute. Ça serait logique. Dans ce cas-là, on ne peut plus faire de transaction. Et donc, si on veut faire une transaction, il faut que ce soit le cédant qui se substitue provisoirement aux banques. Eh bien, pour beaucoup d'observateurs, et notamment les conseils des entrepreneurs qui sont en train de faire ces acquisitions de cette façon-là, c'est une surprise. Une surprise de voir un cédant accepter de prendre un risque considérable, de transmettre son entreprise en ne touchant qu'une fraction du prix de cession. Pour nous qui accompagnons les entrepreneurs depuis plus de 2 décennies, ça n'est pas une surprise. Nous l'avons vécu de façon répétée au cours des différentes crises. Cette crise n'est pas différente des autres au sens où elle obscurcit l'avenir. Et donc, les points clés de la réussite de l'acquisition restent les mêmes. C'est d'abord l'humain, le cédant, ses équipes et tout l'écosystème. C'est prendre le temps de s'inscrire dans la durée. C'est l'humilité de savoir qu'on n'a pas de solution toute faite. Et enfin, c'est le fait d'être raisonnable et créatif dans la recherche du financement de l'opération désirée par toutes les parties. Ma conclusion, la croissance externe, c'est super, mais c'est risqué. La crise, c'est une opportunité. Il y a aujourd'hui plein de cédants qui n'envisagent pas de retravailler 5 ans de plus pour retrouver la valorisation de leur entreprise en 2019. Il y a plein de cédants qui ont passé le printemps en Bretagne, sur le bassin d'Arcachon, dans le midi de la France, et qui n'ont pas envie de retourner 5 années de plus à travailler dans leur entreprise, même s'ils la connaissent par cœur, même s'ils l'aiment beaucoup. Et donc, ça crée l'occasion de nouer un partenariat avec le cédant. Ce n'est pas eux et nous, c'est ensemble. Par exemple, proposez donc au cédant, si vous êtes dans cette logique, de devenir président d'honneur de l'entreprise. Ce n'est pas une fonction juridique, ce n'est pas un mandat, c'est un rôle de symbole qui indique à tout l'écosystème: je n'abandonne pas cette entreprise que j'ai dirigée pendant des années, peut-être des décennies. J'accompagne le repreneur que j'ai choisi dans la réussite de la reprise. Passez le moment de surprise, si vous l'expliquez, cette suggestion, qui n'est qu'une suggestion, de nommer le cédant président d'honneur et de lui demander d'avoir un rôle d'accompagnement long et non pas juste de transmission pendant quelques mois des relais, est un facteur de succès parce qu'il rassure votre écosystème. Et enfin, dans un contexte de partenariat, vous êtes parfois trop timide. N'hésitez pas à proposer au cédant qu'il fasse une partie importante
voire la quasi-totalité, je répète doucement, voire la quasi-totalité du financement de la reprise. Il n'y a pas de garantie qu'il accepte, bien sûr, mais c'est l'expression d'un véritable partenariat futur et vous serez surpris du nombre de cédants qui, dans le contexte actuel, seraient prêts à accepter, à réfléchir à une solution de ce type. Et puis pour terminer, parce que le monde n'est pas parfait, vous savez qui va s'opposer férocement, le plus durement possible à cette hypothèse que le cédant fasse une grosse partie du financement? Eh bien, c'est Conseil, bien sûr. Parce que son avocat, son expert comptable, son banquier en gestion de patrimoine au premier chef, ne veulent pas lui faire prendre de risques et vont tous analyser votre proposition, votre suggestion comme un risque inacceptable. Et donc, une partie importante de la communication, là encore, c'est de l'humain, doit aller vers les conseils du cédant pour lui expliquer, pour leur expliquer que si les banques ne sont pas au rendez-vous, et on peut le comprendre, ne blâmons pas les banques, on peut le comprendre, alors soit on attend pour faire la transaction, et donc on a un risque inhérent qu'on compare au risque éventuellement plus limité que le cédant fasse une partie significative du financement. Vaste sujet, nous en reparlerons, j'en suis sûr, mais voilà quelques réflexions issues d'une actualité récente et qui rejoint, j'aime bien faire cela, tisser des convictions anciennes que nous avons et sur lesquelles nous avons une expérience assez sérieuse. Merci beaucoup, Patrick. C'était un moment intéressant pour faire passer quelques messages qui sont qu'on a toujours des solutions et que finalement les acteurs se substituent les uns aux autres si on le fait avec, avec doigté et savoir-faire. Est-ce que on a des questions dans la salle? Alors, je t'écoute, Geoffroy, tu as la parole. Oui, bonjour. Alors, je suis avocat, mais je ne m'offusque pas de la thèse de Patrick. Au contraire, je trouve ça intéressant. Moi, l'expérience me montre que lorsque quelqu'un demande sa boîte, que ce soit mon conseil ou la partie adverse, en général, il souhaite passer la main. Il a un autre projet ou il en définit un autre et il veut toucher en quelque sorte la récompense de son labeur assez rapidement. Moyennant quoi, je comprends que la solution que tu proposes permet sans doute de dénouer des nœuds et peut-être permettrait plus facilement les transferts et les reprises d'entreprises. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les modalités de financement par le vendeur? Moi, je vois le crédit vendeur, mais je suppose qu'il y a d'autres solutions. Ou est-ce un financement par le vendeur ou le vendeur qui accompagne l'acquéreur pour trouver des financements en cas de banque notamment? Est-ce que tu pourrais préciser un peu ce que tu envisages et ce que tu as pu faire dans le passé? Parce que je suppose que ta prestation est tirée d'expériences concrètes. Merci. C'est une très bonne question. On ne rendra pas totalement jusqu'au bout dans toutes les techniques possibles parce qu'elles sont nombreuses, mais je vais en citer une que nous aimons particulièrement. C'est de faire souscrire aux cédants des obligations émises, convertibles ou non, par la holding de reprise, et donc qui lui assure à la fois un certain revenu, qui lui assure une certaine sécurité, et qui rajoute des quasi-fonds propres dans la holding de reprise, ce qui favorise du point de vue du banquier sur ce critère des fonds propres, la perception d'un risque réduit. Et je dirais que même si je ne suis pas d'accord avec la théorie financière du banquier qui pense que les fonds propres sont nécessaires, etc., je dois reconnaître qu'il y a un point intéressant, c'est que si un cédant a choisi son repreneur et qu'il l'accompagne financièrement, l'écosystème, en ceux, la banque notamment, mais tout le monde, les fournisseurs, les collaborateurs, les clients, etc., sont donc convaincus que le choix qui a été fait est un choix prudent et raisonnable, donc que le repreneur a été particulièrement bien étudié. Sinon, comment expliquer qu'on lui prêterait à 5 ans, in fine, si on n'avait pas confiance en lui? Donc c'est un générateur de confiance
Et puis, pour te donner une petite piste que j'utilise en ce moment, je fais une émission d'obligations convertibles que je sépare en 2 tranches. Une tranche qui a vocation à être conservée jusqu'au bout des 5 ans, comme on faisait avant, et une tranche courte. Alors, elle est toujours sur 5 ans juridiquement, mais l'engagement que nous prenons, c'est que dès que les banques auront eu le temps d'analyser le dossier, nous remplacerons cette tranche d'obligations convertibles par de la dette bancaire, ce qui fait que le cédant peut faire, par exemple, 90% du prix de cession en crédit vendeur. En général, ton confrère tombe de son siège et crie Radé rétro Satanas, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais vu ça. Mais bien entendu, il n'y a qu'une tranche là qui est pour 5 ans. L'autre tranche a vocation à être éventuellement remplacée d'ici à la fin de l'année. Et ça change la dynamique d'avoir fait la transmission de cette façon. Donc, le cédant va faire un crédit relais en quelque sorte. Une sorte de crédit relais, c'est une très bonne façon de le rappeler, mais qui lui-même, au moment spot où la banque regardera le dossier, elle verra des quasi-fonds propres très importants. Alors, on a une question de Frédéric qui demande, qui parle de qui évoque la question de l'obstacle ou du rôle de l'épouse du cédant. Alors, je reconnais bien l'expérience ancienne, profonde et riche de Frédéric dans cette question. On en a souvent parlé. Ne négligez jamais le conjoint du cédant. Le conjoint du cédant, ça serait presque une chronique entière. Tiens, on pourrait faire une chronique entière. J'ai déjà parlé du conjoint de l'entrepreneur. Vous savez que je fais une fixette là-dessus. Mais le conjoint du cédant est celui qui a quelque part le plus à gagner et le plus grand risque lors de la transmission d'une entreprise, notamment lorsqu'on arrive dans les zones proches de la retraite. Ignorer cet état de fait, ignorer, ne pas parler à cette personne, ne pas prendre en compte ses intérêts, c'est quasiment à coup sûr échouer dans sa tentative d'acquisition. Donc, merci Frédéric de m'avoir permis de parler de cela. On l'oublie trop souvent. Un entrepreneur n'est jamais seul. Un entrepreneur, c'est un homme ou une femme, et c'est aussi une famille, et c'est aussi tout un contexte qu'on ne peut pas ignorer, sinon on n'a que la moitié de l'histoire. Eh bien, ça va nous permettre de conclure donc cette 14e épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Que l'on retrouvera sur les réseaux sociaux ce week-end. Ça va être disponible bientôt. Vous n'hésitez pas, bien entendu, à prolonger ces messages. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, un spécialiste LinkedIn vous a expliqué qu'il ne fallait pas seulement faire un like, mais qu'il fallait faire un commentaire si on voulait vraiment aider la viralité d'un message. Donc, on vous remercie pour vos likes et on attend les commentaires. Vous pouvez noter par ailleurs que le 25 août, il y aura le prochain séminaire de rentrée été de Melsion. Donc, n'hésitez pas à le noter dès aujourd'hui dans votre agenda et dès que vous recevrez cet email, à vous connecter sur le site pour dès maintenant vous y inscrire. Merci, bon week-end. Merci Florian pour ta gentille remarque. Si on t'aide à passer un bon week-end, on a réussi notre mission. Et à la semaine prochaine. C'est l'objectif. Merci à tout le monde. Bonne journée, bon week-end. Merci à tous. Merci à tous, bon week-end. À bientôt.